Merci. Chers amis, bonsoir. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière émission culturelle d'Hebraïca pour la saison. Les siècles que nous venons de parcourir ont illustré de façon troublante, véhémente, souvent tragique, les affres de l'histoire juive un peu partout dans le monde et en particulier en Europe, mais elles ont pu voir également se développer des grands bouleversements à l'intérieur du monde juif, des bouleversements parfois positifs, parfois négatifs. Présents aux quatre coins du monde, les Juifs, dont le nombre total était estimé par les historiens à environ 2,5 millions à 3 millions d'individus à la fin du XVIIe siècle, se retrouvent principalement en Europe et non plus en terre d'islam, puisqu'ils étaient en terre d'islam lorsque, ça avait été le cas depuis le 7e siècle, lorsque l'essor fulgurant de la doctrine de Mahomet jusqu'à la fin du Moyen Âge a prévalu jusqu'à la Reconquista espagnole, pendant le règne d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon. Alors, en fait, c'est une nouvelle mutation identitaire, culturelle, éducative, sociale, profonde, qui va caractériser une situation géographique différente, puisqu'elle est ponctuée de crises spécifiques, particulières, qui ont conduit au mouvement de ce qu'on appelle justement les Lumières, en référence aux Lumières françaises. Et donc, le terme hébraïque qui est utilisé, c'est le mot Haskalah. Le mot Haskalah signifie raison, raisonnement ou érudition. Alors, c'est une mutation sociale et culturelle quasi révolutionnaire dans le judaïsme d'Europe centrale et orientale. Il faut dire que les Juifs étaient habitués à des conditions de vie socio-géographiques du ghetto. Pas totalement dans le même sens que celui, je vous en ai déjà parlé, dans le sens vénitien du terme, mais c'était malgré tout une culture ghettoïque. Ils restaient soumis au régime de la ségrégation, une législation qui était totalement discriminatoire. La société juive était par ailleurs demeurée traumatisée par les dégâts terribles, nous en avons parlé au cours des Jeudis d'Hébraïca, les dégâts terribles provoqués par ce qu'on a appelé les faux messies, donc en particulier le sabbatianisme avec Sabbatai Tzvi et le franquisme avec Jacob Frank. Et donc, les partisans d'un vrai changement pensaient qu'il fallait passer urgemment par une réforme en profondeur du système éducatif juif traditionnel, et donc, par exemple, par l'abolition d'un certain nombre d'éléments de vie considérés comme arriérés, les éléments de vie du ghetto précisément. Il fallait adopter la langue vernaculaire de chaque pays, c'est-à-dire ne plus s'habituer à avoir une langue particulière spécifique qui était le yiddish. Il y avait la nécessité pour eux d'abandonner le costume un peu caricatural du peuple juif d'Europe centrale avec la transformation des services traditionnels de la synagogue également. Donc c'était véritablement une demande de développement identitaire très différent de ce que les Juifs de cette zone géographique avaient connu depuis plusieurs siècles. Il y avait également le souci ou le désir de s'engager dans des professions jusque-là écartées ou même purement interdites, parce qu'elles étaient interdites aux Juifs, telles que par exemple l'artisanat ou l'agriculture. Donc le renouveau de l'écriture hébraïque fut stimulé par exemple par la publication. Alors c'est ce qui a un petit peu été à l'origine. Il n'y a pas que cela, hein, mais c'est un des éléments importants sur le plan culturel de la modification ou du renouveau de la population juive d'Europe centrale et orientale, la publication en 1783 du premier périodique juif moderne qui s'appelle Améasef. Améasef, ça veut dire en fait l'arrière-garde. Alors c'est assez curieux ou paradoxal que précisément, alors que ça apparaissait comme la volonté
de venir en avant de ce qui se passait jusqu'à présent. On est appelé ce premier journal juif l'arrière-garde. Alors, tout en restant fondamentalement rationaliste, la Haskalah véhiculait des tendances, on va dire, romantiques. Voilà, c'est la même période, d'ailleurs, dans le secteur culturel du romantisme, que ce soit en musique, en littérature, en poésie, en théâtre, etc. Comme par exemple le retour à la nature, l'estime du travail très importante. Le travail est fondamental pour développer les qualités de l'être humain. Des notions qui sont restées extraordinairement véhiculées par la poésie, par exemple. Et alors, une orientation fondamentale, j'essaye donc de rassembler les éléments qui ont fait que la Haskalah a pu avoir le succès qu'elle a eu à ce moment-là. L'orientation fondamentale était d'améliorer les relations en fait entre les Juifs et les chrétiens, les populations au sein desquelles les Juifs vivaient. C'était l'occasion rêvée d'une forme d'intégration réussie des Juifs dans leurs pays respectifs. Il fallait néanmoins anéantir les barrières qui les séparaient de tous les États chrétiens. C'est en ça que la Haskalah a été révolutionnaire. Alors, un débat qui est assez semblable à celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui avec les flux migratoires, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Je trouve qu'il est terriblement d'actualité parce que on se pose, et tous les partis politiques se posent la question de l'immigration en disant voyons, qu'est-ce qui enflamme les populations juives? Est-ce qu'il faut développer l'idée? Alors, les termes, les mots ont une importance considérable et la sémantique a un rôle fondamental. L'idée, c'est est-ce que c'est l'émancipation, l'intégration, l'assimilation ou carrément la conversion? On atteint les 4 niveaux, si je peux dire, d'interprétation de la Torah, là. C'est donc ces 4 niveaux qui sont susceptibles de provoquer des réactions extrêmement violentes dans la population non juive et dans la population juive en particulier. La pensée chrétienne, qui ne leur avait jamais fait de cadeau, hein, n'oublions pas, je vous avais notifié l'importance d'une personnalité du IVe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Saint Jean Chrysostome, Saint Jean bouche d'or, parce qu'il parlait extraordinairement bien, mais c'est lui qui a mis en place le système des meurtres rituels pour fabriquer les matzot de Pessah, l'empoisonnement des puits, etc., etc. Donc, cette pensée chrétienne ne leur avait jamais fait de cadeau. La civilisation européenne devient alors, pour les Juifs de cette zone géographique, des défis permanents, des sources intarissables à la fois d'émulation, d'inspiration, mais aussi de confrontation et d'hostilité parfois très violente. Le terme consacré pour désigner l'accession des Juifs à la citoyenneté, c'est le mot émancipation qui a pour fondement des courants d'idées qui vont se transformer progressivement et parfois même très lentement en réalité sociopolitique. Collectivement, les Juifs doivent cesser d'être un corps autonome étranger, une sorte d'État dans l'État. C'était un peu ça qui se passait. Avec des structures internes à changer et une juridiction propre qui ne manifestait pas une sorte d'identité nationale reconnue. C'était une identité à part. Donc, les Juifs doivent être soustraits aux diverses incapacités, aux multiples interdits et d'échéances qui étaient légales et qui les empêchaient de participer pleinement à la vie du pays ou des pays qu'ils habitaient.
Ce sont en réalité, finalement, on a beaucoup parlé du statut des dhimmis dans les pays à domination musulmane, le statut de sous-citoyen, mais c'était un peu la même chose en Europe. C'était des sous-citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits que l'ensemble des autres citoyens qui composaient les populations de ces pays. Donc, le mouvement qu'on a appelé la Haskalah, on va y revenir plus lentement, mais le mouvement de la Haskalah est né à peu près simultanément à la fois en Allemagne et en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, on peut peut-être avoir une première interruption musicale, Jean-Luc, avec une symphonie de Félix Mendelssohn, qui est la symphonie numéro 4, la symphonie italienne. C'est le dernier mouvement, c'est Allegro vivace. Alors, il s'agit donc de Félix Mendelssohn, un compositeur allemand, qui est donc le petit-fils de Moses Mendelssohn, dont nous allons parler tout à l'heure, qui est l'un des fondateurs de la Haskalah. Ce mouvement est extraordinairement dynamique, plein d'énergie, de joie de vivre, et donc c'est la symphonie italienne, le dernier mouvement. Donc, ce mouvement a été préparé par ce que l'on a appelé le siècle des Lumières en France, et qui vit naître, par exemple, la fameuse encyclopédie d'Alembert, Diderot, etc., Condorcet, etc. Le procès Calas à Toulouse avait été défendu par Voltaire, et les idées étaient totalement nouvelles, celles qui étaient défendues par Montesquieu ou Rousseau. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect, entre guillemets, antisémite de Voltaire. En réalité, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'anti-religieux. Il était contre toutes les religions, Voltaire. Mais évidemment, pourquoi en a-t-il voulu particulièrement aux Juifs? Parce que c'était la première des religions monothéistes, précisément. Ce mouvement d'émancipation va être institutionnalisé par la Révolution française, et va être propagé, on va dire, c'est le terme qui peut convenir, propagé par les armées révolutionnaires, puis les armées napoléoniennes. Napoléon, dont on dit beaucoup de mal, probablement à juste titre, parce que ce n'était pas forcément un personnage très sympathique, de ce point de vue-là, a été d'une très grande aide pour aider les Juifs d'Europe centrale et orientale à acquérir un statut différent de celui qu'ils connaissaient. Il connut, selon les pays, des hauts et des bas, et donc a mis près d'un siècle à s'imposer totalement, parce que les choses ne se sont pas réglées d'un coup de baguette magique. Les premiers à acquérir la nationalité française et donc à propager l'idée que les Juifs étaient des citoyens comme les autres, c'est l'Assemblée nationale de 1791 qui accorde aux Juifs, avec l'abbé Grégoire, qui accorde aux Juifs tout en tant que citoyen. Le Juif devient un citoyen français. L'Allemagne, par exemple, ou l'Empire austro-hongrois vont accorder aux Juifs la plénitude de leurs droits aux alentours de 1870, donc beaucoup plus tard, pratiquement un siècle plus tard. On peut distinguer trois phases dans cette longue évolution: la phase allemande, la phase française et la phase européenne. L'idée d'émancipation ne correspondait ni à l'aspiration de l'ensemble des Juifs, ni aux préjugés de la majorité de leurs voisins. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui est venu spontanément et qui a pu se développer intelligemment, de façon prospère et riche, de façon extrêmement brutale. C'est faux. Il y avait des opposants aussi bien dans la population juive que parmi les voisins, bien sûr, non juifs. C'était une idée révolutionnaire, donc fille des Lumières.
vient de le voir, elle va se manifester, c'était une idée très généreuse, bien sûr, hein, qui va se manifester d'abord par la prise de conscience d'un certain nombre d'humanistes chrétiens et d'une poignée de juifs d'avant-garde. Alors je dis bien d'avant-garde, alors que le journal dont je vous ai parlé s'appelle l'arrière-garde, hein, de l'étrangeté du statut des juifs et du judaïsme. C'est une prise de position finalement assez courageuse au sein d'un débat animé auquel ont participé tous les grands noms de la pensée européenne et qui portait sur la nature des juifs et du judaïsme. Vous vous souvenez, nous en avons souvent parlé, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que les Européens se sont retrouvés en face d'indigènes nus, n'ayant pas du tout le même type d'habitudes et d'attitudes sociales, individuelles, sexuelles, etc., les Européens se sont posé la question, les indigènes ont-ils une âme? On disait de la même façon d'ailleurs, les femmes ont-elles une âme? Et bien évidemment, on s'est posé la question sur les juifs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de l'Europe, le XVIIIe siècle allemand, c'est l'époque bénie d'une véritable symbiose des cultures philosophiques juives et allemandes à travers le mouvement de la Haskalah, qu'on a appelé en Allemagne l'Aufklärung, c'est-à-dire justement l'éclairage des lumières. Alors, il y a là une richesse assez étonnante et une diversité un peu exceptionnelle qui met en évidence l'importance de sa contribution au grand débat philosophique du siècle. Alors, pourquoi j'en parle comme ça, c'est que malheureusement, la Shoah et ses horreurs, avec la longue histoire d'un antisémitisme virulent, ne doivent pas amener, par une lecture rétrospective obligatoirement lucide et honnête, à minimiser l'importance de cette période ou à ignorer les éléments positifs qui sont nés à ce moment-là. Alors évidemment, il y a des déceptions inévitables qui vont suivre les promesses qui n'ont pas toujours été tenues. Même si l'on ne doit pas céder à une sorte de mythe d'une symbiose judéo-allemande, un petit peu comme on parle du mythe de Al-Andalouse, on peut dire qu'il y a une forme de mythe de la symbiose judéo-allemande. On peut malgré tout observer que nulle part ailleurs ne s'est noué un lien aussi fort entre la philosophie juive et la philosophie non juive. Certains noms de penseurs juifs des Lumières allemandes sont désormais quelque peu connus du public français, comme celui, donc précisément, je vous disais tout à l'heure, de Moses Mendelssohn, inspirateur de l'émancipation, mais il existe toute une constellation d'auteurs, de savants, de philosophes qui restent encore à découvrir. Par exemple, celui qu'on a appelé le Diogène juif, Salomon Maïmon, présumé fondateur de l'idéalisme allemand, avec Marcus Hertz, le médecin, ou auteur, un auteur ami de Emmanuel Kant, l'un des plus grands philosophes allemands. Hein. Quand on est en classe de philosophie, on étudie Emmanuel Kant, la critique de la raison pure, etc. Bon. Alors c'était un bonhomme qui n'était pas très rigolo. Hein, et tous les jours, il faisait une marche particulière qu'il n'a jamais changé de toute sa vie. Hein, bon. Ils ont initié le développement de nouveaux outils conceptuels pour penser les liens, en particulier entre la foi et la raison. Alors, c'est un débat, le lien entre la foi et la raison, qui a animé, on pourrait dire, la totalité de l'humanité depuis les origines. Hein. En particulier au Moyen-Âge, Maïmonide, par exemple, hein, ou Averroès chez les musulmans, ou saint Thomas d'Aquin chez les chrétiens. Ils ont essayé donc de développer les liens entre modernité et tradition et ont établi une contribution riche au grand débat de l'époque. La méthode et le style philosophique
étant bien sûr la réflexion pratique sur la politique et sur la métaphysique. Pendant longtemps, cette période a connu sa signification intellectuelle et ses implications religieuses dignes d'une recherche scientifique reconnue, en particulier par les chercheurs modernes. Des études ont été faites, par exemple, sur la génération qui a suivi Moïse Mendelssohn en Europe, comme en Israël d'ailleurs, aux USA, qu'on a surnommé les maskilim. Les maskilim, c'est les tenants de la société des Lumières. La Haskalah apparaît donc au carrefour de plusieurs disciplines qui dépassent les études juives et hébraïques, et donc on peut remarquer la part juive dans l'historiographie avec des noms célèbres, comme par exemple Théodore Adorno. C'est un philosophe que je cite assez souvent lorsque je parle de la Shoah, dans les discours commémoratifs de la Shoah. C'est lui qui a dit qu'il ne pouvait plus y avoir d'œuvres d'art après Auschwitz. Bon, et pourtant, il y en a eu. Bon, voilà. Il y a des gens comme Max Horkheimer, Peter Gay, etc. Enfin, c'est une pléthore d'auteurs divers et variés qui s'inspirent de la Haskalah. En fait, on pourrait résumer rapidement en disant que la Haskalah, c'est une période qui marque l'entrée des Juifs dans le monde moderne. On passe de la yeshiva à l'université, en quelque sorte, avec une double éducation de la tradition et des sciences humaines modernes. Alors, on connaît mieux la première Haskalah, celle d'avant Mendelssohn, puisque des Juifs vont commencer le trajet hors du ghetto. Alors, c'est historique ça, deux auteurs leibniziens, donc c'est des tenants de la philosophie du philosophe Leibniz. Alors, ils s'appellent Raphaël Lévy de Hanovre et Moses Ullmann de Mayenne. Ce sont ces deux Leibniziens qui ont démarré un premier élément de trajet hors du ghetto à ce moment-là. Beaucoup d'étudiants juifs vont entrer, par exemple, à l'université allemande, ce qui était rarissime auparavant. On découvre régulièrement des savants juifs, des physiciens, des mathématiciens ou des médecins. Alors, bien évidemment, les rapports qui vont exister, qui vont s'exprimer à travers des heures, des études, des reconnaissances parfois d'ouvrages savants. Ce sont des rapports avec Platon, avec Aristote, Maïmonide, Spinoza, Kant. Et il y a donc eu une prodigieuse efflorescence de la Haskalah en Allemagne et en allemand, ainsi qu'en hébreu, avec des limites chronologiques, en particulier la mort de Frédéric II en 1786. Donc, vous voyez, c'est une période de l'ensemble du XVIIIe siècle, on va dire. Par exemple, je vous donne quelques noms, comme ça, juste par curiosité, pour information. On ne va pas y passer un siècle pour développer des éléments concernant ces noms-là, mais il y en a vraiment des très importants. Hertz Naftali Vesely, Marcus Hertz, encore un autre Hertz Homberg, David Friedlander, Salomon Maimon, Isaac Henschel, Lazare Ben David, Saül Asher. Alors, beaucoup ne voient pas de contradiction, en fait, entre leur judaïsme traditionnel et leur vie intellectuelle moderne à caractère d'Haskalah. Les enfants, alors, ça fait partie des terribles désillusions. C'est pour cette raison que j'ai intitulé cette conférence La Haskalah et ses terribles désillusions. Parce qu'on peut malheureusement reconnaître que pour certains, ce ne s'est pas généralisé, mais pour certains, les enfants vont se convertir, d'autres vont renoncer à leur judaïsme. On peut identifier une forme d'exportation, par exemple, de la Haskalah de l'Allemagne vers
l'Angleterre, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Russie et même dans l'Empire ottoman. Alors, on peut même dire qu'il y a une forme de Haskalah française avec des auteurs comme Zalkin Horwitz, Isaac Pinto, Moses Einheim, David Zinheim, Ber Isaac Ber, Aaron Worms, Samuel Cahen, etc. Voilà, je voulais, c'est parce que j'ai fait des recherches que j'ai trouvé ces noms-là. Je ne connais pas en profondeur les textes qu'ils ont pu écrire, mais ça fait partie de ce que l'on peut appeler les masculines français. Alors, les thèses les plus antagonistes étaient nombreuses depuis la glorification de la morale juive et des vertus des juifs jusqu'à l'affirmation catégorique de leur dégénérescence congénitale. Voilà. Parce que quand on a voulu faire en sorte que la Haskalah puisse se développer, on a voulu essayer de comprendre la raison pour laquelle les juifs n'avaient pas pu accéder au statut de citoyen de ces différents États dans lesquels ils vivaient. Donc, il y avait, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes et les juifs avaient-ils une âme Bien. Cependant, la sollicitude à l'égard des juifs, manifestement, les juifs étaient mis manifestement au banc de la société. Elle ne s'identifie pas, comme on pourrait le penser, à l'esprit des Lumières. Bien sûr, la condition des juifs est caractérisée par les éléments de l'Ancien Régime, de ses structures sociales, des droits réguliers. Les Juifs vivent en fonction de privilèges octroyés et non du droit naturel des personnes. Ce sont des privilèges qui sont octroyés. C'est des négociations de marchands de tapis, si je peux dire. Hein. Leur situation est aussi le produit de l'intolérance religieuse. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint Jean Chrysostome, mais c'était pas mieux avec l'Inquisition ou avec l'Église officielle. Le philosophe éclairé se doit donc de combattre au nom de l'humanisme et de l'humanité le statut médiéval des Juifs. Les Juifs vivaient comme des tenants du Moyen Âge. Mais il peut aussi considérer que l'abaissement des Juifs est dû, alors, soit cet abaissement, cette situation négative des Juifs de cette époque-là, était considérée comme due soit à des tares, carrément, des tares ataviques, soit à des croyances religieuses empreintes de superstition et de misanthropie. Par exemple, le philosophe éclairé a comme adversaire privilégié l'Église. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Voltaire. Pour saper les fondements de l'infâme, c'était le terme qui était utilisé, il est parfois tenté de s'en prendre aux racines juives du christianisme, à l'Ancien Testament et aux valeurs judéo-chrétiennes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Voltaire. Alors peut-être que l'on peut avoir une interruption musicale alors avec un air d'opéra parce qu'au XIXe siècle, avec la Scala précisément, avec l'émancipation des Juifs en Europe, il y a eu en particulier deux ou trois grands auteurs d'opéra ou d'opérette qui ont eu un succès que vous ne pouvez pas imaginer. Même les plus grandes rockstars d'aujourd'hui ne peuvent pas savoir à quel point ces auteurs-là, ces compositeurs-là, ont été divinisés par le public qui les adorait. Alors, on va écouter peut-être Roberto Alagna, qui va interpréter une mélodie donc d'un opéra de Meyerbeer. Voilà. Donc c'est La Juive, c'est un opéra qui a eu un succès fou, La Juive. Alors, on peut noter par exemple que Voltaire, donc je reparle de Voltaire parce que c'est celui qui est un petit peu le plus connu pour ses propos terribles contre le judaïsme, on peut noter que Voltaire ne cessa de vilipender avec violence le judaïsme dans des pages virulentes
qui rejoignent celles de Luther ou même des thuriféraires du nazisme. Alors que, curieusement, Rousseau, au contraire, va concevoir pour leur fidélité à leur tradition une admiration sans borne et va se faire leur avocat, tout comme l'avait fait avant lui Montesquieu. Donc, vous voyez, parmi les tenants des Lumières françaises, c'est à nous de faire un peu notre choix, si je peux dire. Peut-être qu'on a plus intérêt à se focaliser sur Montesquieu et Rousseau plutôt que sur Voltaire, même s'il ne s'agit pas d'oublier ce que Voltaire a dit de son côté. Hein. Enfin, que quelques-unes des sommités de la philosophie de la littérature, comme Goethe, Herder, Kant, Fichte, vont couvrir les Juifs des pires injures. Donc, on peut constater là que être juif n'a jamais été facile. Hein. Et nous sommes en pleine actualité. Aujourd'hui encore, nous recevions la présidente du conseil régional avec le CRIF. Vous savez que nous ne savons pas vers qui porter nos suffrages dimanche. Une phrase célèbre de Fichte est un échantillon très significatif du ton des libelles anti-juifs. Alors, je vous le donne en mille, écoutez bien, hein, c'est Fichte qui dit cela. Leur donner des droits civiques, ce n'est possible qu'à une seule condition. Vous êtes bien assis, leur couper la tête à tous la même nuit et leur en donner une nouvelle qui ne contienne plus une seule idée juive. Et c'est pas mal comme philosophie à répandre. Pour certains esprits, les Juifs constituent une classe parasitaire maligne, totalement dépourvue de sens moral chrétien, et dont la pénétration dans la société risquerait de constituer une sorte de contamination dangereuse. On parle même de la peste juive, comme si c'était une maladie mortelle. Les nazis vont reprendre cette idée en disant qu'ils n'ont éradiqué à Auschwitz que des poux. Mais ce qui sépare, par exemple, le poète Lessing ou Mirabeau de Kant et de Fichte, c'est que les premiers se refusent à admettre que les Juifs soient tarés par nature, c'est la société qui est responsable de leur déchéance, ce qui est la vérité, enfin, moi, c'est ce qui me semble. Et les partisans de l'émancipation feront de cette idée, la pierre angulaire de leur action. Et un personnage extrêmement important de la Révolution française, Robespierre, va l'exprimer parfaitement devant l'Assemblée nationale. Il va s'écrier les vices des Juifs. Alors, écoutez bien là aussi. Les vices des Juifs proviennent de l'avilissement dans lequel vous les avez plongés. Vous les avez plongés. Il y a une responsabilité qui est partagée. Ils seront bons quand ils pourront trouver quelques avantages à l'être. On pourrait comprendre cette affirmation comme les vertus de l'assimilation, en quelque sorte. On imaginait mal que le judaïsme puisse être une culture spécifique et la réprobation que soulevait la nature des relations économiques que les Juifs entretenaient avec leurs voisins, les mariages endogamiques, etc., l'étrangeté de leur foi, de leur calendrier, de leurs rites, de leur état de sous-développement culturel par rapport à la culture occidentale, la pauvreté, pour ne pas dire le paupérisme des ghettos, tout contribuait à convaincre les esprits les plus éclairés et les plus bienveillants de la dégénérescence des Juifs, et le programme des émancipateurs pourrait tenir en un seul mot, souvent répété, la régénérescence des Juifs. La régénérescence des Juifs. Il s'agit donc de retrouver l'homme sous le Juif. Les Juifs qui pratiquaient des métiers comme le petit commerce, la friperie, le prêt sur gage, c'est-à-dire les activités traditionnellement décriées par les chrétiens, parce que l'argent est sale, bien sûr. N'oublions pas que, par exemple, il y avait des obligations vestimentaires qui consistaient à porter la rouelle, c'est-à-dire un morceau de tissu rond sur le manteau,
ce morceau de tissu représentant les deniers que Judas aurait reçus pour dénoncer Jésus à Pilate. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut malgré tout connaître pour mieux comprendre les différents items de ces révolutions, la révolution de la Haskalah. Donc, il devait certainement prêter le flanc à la critique et il pouvait pour certains d'entre eux difficilement passer pour des parangons de vertu, d'où la réprobation qui s'attachait à ces juifs-là. Néanmoins, ils continuaient à jouer un rôle non négligeable dans la vie économique de certains pays qui considéraient leur présence utile et nécessaire selon les termes du grand électeur allemand Frédéric Guillaume de Prusse. Les reproches couramment adressés aux Juifs reposent sur une idée très répandue à l'époque. Les professions liées au négoce ou à l'argent sont parasitaires, c'est la signification symbolique du port de la rouelle. Donc, je vous disais, cette idée n'empêche pas le développement d'un certain capitalisme juif au siècle suivant, mais ça va également traumatiser de vastes secteurs de l'opinion juive, susciter lorsque le marxisme lui aura donné ses lettres de noblesse, la création d'importants mouvements de travailleurs juifs. N'oublions pas que, par exemple, la création d'Israël, la recréation d'Israël avant 1947, lorsque les Juifs de la diaspora, de la Gola européenne, sont partis vivre et recréer des éléments de territoire juif, on a eu par exemple un secteur un mouvement politique qu'on a appelé le Bund, qui était un mouvement socialiste. Une véritable mystique du travail manuel, par exemple, parmi les sionistes de la fin du 19e siècle. Le Bund, l'ORT, par exemple, l'ORT, l'Organisation Reconstruction pour le Travail, c'est une forme de divinisation du travail manuel. La première lumière va venir de Berlin, où un fort peuplement huguenot a favorisé un certain cosmopolitisme intellectuel et où certains juifs avaient pu obtenir un droit de résidence. Un jeune lettré juif, Moïse Mendelssohn, 1729-1786, s'y était installé en 1743. Prodigieux autodidacte, il avait acquis une vaste culture philosophique et scientifique, et il va se lier d'amitié avec un poète qui s'appelle Lessing, qui va l'introduire dans les salons littéraires. Alors, ça fait partie des bizarreries de ce mouvement de la Haskalah. Pour quelle raison Lessing on pourrait presque dire ça, s'est-il amouraché de Mendelssohn? On ne sait pas, mais il l'a fait pénétrer dans les salons littéraires de Berlin. Là, il ne tarde pas à faire sensation par sa culture prodigieuse. Il parlait plusieurs langues. Il avait son esprit qui était très brillant et il avait un charme personnel particulier. Il va devenir une sorte c'est l'expression qui a été employée par Lessing, une sorte d'éléphant blanc berlinois. On disait de lui qu'il savait écrire l'hébreu, l'allemand, et il connaît même la faveur de Frédéric II qui va en faire un Schutzjude, c'est-à-dire un juif protégé. C'est une expression allemande qui veut dire juif protégé. En 1763, il va triompher même de Kant dans un concours philosophique. Vous vous rendez compte, il a dégommé la statue du commandeur qui était Kant, Emmanuel Kant. Dès lors, sa gloire va être immense, on va l'appeler le Platon allemand, et Lessing va en faire le héros principal d'une de ses pièces, qui est encore jouée parfois en Allemagne ou en France. Sa pièce s'appelle Nathan le Sage, tout entière vouée à la tolérance. C'est une œuvre très moderne par son côté humaniste. Mendelssohn devint ainsi le drapeau des émancipateurs et l'exemple vivant que les Juifs pouvaient être régénérés, et autour de lui, une école d'humanistes juifs va se constituer, ce qu'on a appelé les masculines, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des esprits éclairés.
L'idée d'émancipation va commencer à faire son chemin en Prusse, en Autriche, en France, et va faire l'objet de nombreux mémoires. Ainsi, en 1781, un juriste et fonctionnaire prussien, Christian Wilhelm Dohm, va publier un ouvrage intitulé De la réforme politique des Juifs, qui sera traduit en français. En 1787, fortement impressionné par sa rencontre avec Mendelssohn, Mirabeau va publier à son tour un livre qui porte le même titre. En 1788, la Société royale des sciences et des arts de Metz va mettre au concours la question suivante: y a-t-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France? Vous vous rendez compte de la modernité de ce questionnement, dont le libelle est très éloquent, et il montre bien la double préoccupation humanitaire et sociale qui est au cœur du débat. Le premier prix fut décerné à l'abbé Grégoire, le fameux abbé Grégoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait quelques arrière-pensées de prosélytisme et qui allait être l'un des plus ardents défenseurs des Juifs à l'Assemblée nationale. Il eut quelques allègements à la condition des Juifs, après avoir supprimé l'impôt de capitation ainsi que la marque de distinctive que devait porter le Juif, la rouelle par exemple. En 1781, l'empereur Joseph II d'Autriche publie l'année suivante un édit de tolérance qui va leur accorder l'égalité civile, mais qui va leur ouvrir également l'accès à de nouvelles professions et surtout aux écoles publiques. En France, Malesherbes réunit en 1784 une commission de notables juifs qui va obtenir l'abolition du péage corporel qui portait en Alsace le nom révélateur d'impôt au pied fourchu. Impôt au pied fourchu, hein, c'était la dénomination juive. Alors, vous voyez, on dit beaucoup de mal de Marie-Antoinette, de Louis XVI, qui était un peu gaudiche, pas très évolué, etc. C'est faux. Il s'était entouré d'un certain nombre de ministres qui ont fait beaucoup pour l'émancipation et le développement des idées éclairées en France. Et donc, l'émancipation des Juifs fut la conséquence naturelle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La question juive en France va concerner trois groupements différents par leur nombre et leur composition sociale: quelques centaines de Juifs parisiens, une grande majorité de Juifs alsaciens ou lorrains, généralement pauvres et qui s'apparentaient par leur langue et leurs mœurs aux Juifs allemands, et une bourgeoisie d'anciens maranes, les Juifs portugais de Bordeaux, déjà francisés, qui avaient obtenu, sous l'Ancien Régime, des lettres patentes tolérant leur présence et leurs activités. Mais cette émancipation des Juifs va se heurter à de fortes et parfois violentes résistances d'ordre psychologique, social, religieux et politique. On peut écouter peut-être un autre air de Ludovic Halévy, toujours par Roberto Alagna. Alors, il y a des noms que vous connaissez certainement et qui ont fait florès dans le mouvement intellectuel d'émancipation des Juifs. Donc, il y a l'abbé Grégoire, il y a le protestant Rabot de Saint-Étienne, Mirabeau, Clermont-Tonnerre, etc. Au nom de l'humanisme et de l'esprit des Lumières, ils voyaient avant tout dans les Juifs des hommes et des hommes opprimés. Néanmoins, Clermont-Tonnerre va s'exprimer d'une manière ambivalente mais catégorique. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et rien comme citoyen, ou tout leur accorder comme citoyen, comme individu. Mais pour imposer ce combat, il a fallu malgré tout 2 ans pour que se multiplient des débats parlementaires, des polémiques publiques, des pamphlets, etc. Repoussé une première fois en février 1791, l'émancipation des Juifs fut finalement votée par la Constituante le 28 septembre 1791, c'est ce que je vous disais. Et donc, malheureusement, la fuite de Varennes, la démythification de la royauté ainsi que la pression des Jacobins avaient contribué à faire évoluer les députés. Il s'agissait là d'une nécessité philosophique, morale et politique, et il n'était pas question d'opinion publique populaire foncièrement hostile aux Juifs.
C'est donc une certaine élite intellectuelle qui a contribué à faire que les Juifs ont acquis un nouveau statut socio-culturel. Moïse Mendelssohn, en fait, on peut dire qu'il est la figure tutélaire de la Scala. Hein. Il a joui de son vivant d'une renommée comparable, on pourrait dire, à celle de Spinoza, par exemple, hein, éclipsant même certains autres penseurs originaux, tels Salomon Maïmonide. Très apprécié par Kant, il est l'auteur d'un essai sur l'immortalité de l'âme qui lui a valu d'être encensé par les philosophes officiels. On l'a même appelé honneur suprême. Le Socrate de Berlin. Il est aussi l'initiateur d'une traduction de la Bible en allemand, imprimée en caractère hébraïque et accompagnée d'un commentaire en hébreu visant à introduire ses lecteurs juifs dans l'esprit des temps nouveaux. Il répond au défi du théologien Johann Caspar Lavater, qui, en 1769, l'appelle à se convertir au christianisme en présentant ses vues sur le judaïsme comme une législation révélée, ainsi que sur ses apports avec la religion naturelle. Pardon. Alors, c'est surtout dans les pays qui ont été conquis par les armées napoléoniennes, révolutionnaires d'abord, puis napoléoniennes, que l'émancipation va se réaliser de façon spectaculaire. En Hollande, par exemple, où les Juifs vivaient plutôt paisiblement, ils ne demandaient rien de spécial, elle fut proclamée en 1794. En Italie, une véritable frénésie va s'emparer des Juifs. Les portes des ghettos de Rome, d'Ancône, de Venise vont être solennellement détruites. On a des preuves. Hein, quand vous allez à Venise, vous avez sur un certain nombre d'endroits la trace qui est restée des gonds, des portes qui fermaient le ghetto la nuit. Par exemple, le mouvement de la Scala va compter des érudits prestigieux, comme par exemple Samuel David Luzzatto. Vous avez alors les Juifs qui ont vu en Napoléon un véritable libérateur, comme un Messie, un Mashiach, un libérateur, annonciateur d'une époque bénie messianique. Il avait tenté d'associer les Juifs à la conquête de la Palestine parce qu'il avait en tête, alors ça aussi c'est très intéressant à savoir, Madame Rima Hassan devrait refaire quelques cours d'histoire, Napoléon voulait réinstaller les Juifs en Palestine. Ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons, bien évidemment, ce n'était pas si simple que cela, mais il n'empêche que Napoléon avait cette idée en tête. En particulier au moment de la campagne d'Égypte. Il leur a adressé un extraordinaire appel, il leur promettait de leur rendre leur patrie et leur dignité. Il va se montrer beaucoup plus réservé devant les problèmes sociopolitiques qu'il posait à l'administration impériale. Les Juifs, dont il ignorait tout, lui apparurent alors comme une réalité protéiforme, un peu insaisissable et fauteur de troubles. Bon, c'est pour cela que ça n'a pas pu se faire. Mais il y a eu quand même une tentative. Un fort parti de catholiques intégristes animés par Chateaubriand et de Bonald vont lui conseiller de ressusciter pour eux les anciennes lois d'exception. Les libéraux vont s'indigner et voir là une régression. Donc, vous voyez Chateaubriand, qui est un immense auteur littéraire, les Mémoires d'Outre-Tombe, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, voudrait ressusciter les anciennes lois d'exception. Fatigué, l'empereur décide alors de consulter les Juifs. Des rabbins, des notables vont être désignés en France et dans tous les pays de l'Empire. Ils vont siéger à Paris à partir d'avril 1806 et se voir soumettre une série de questions dans une institution qui n'est pas une institution rabbinique, mais qui s'appelle le Sanhédrin.
Certaines de ces questions étaient parfaitement justifiées. Un juif peut-il épouser un conjoint chrétien? Ou bien y a-t-il des professions interdites aux juifs? Mais dans l'ensemble, elles montrent que l'on continuait à tenir les juifs pour des barbares, à tout le moins des étrangers. La polygamie est-elle licite? L'usure envers les chrétiens est-elle permise ou conseillée? Les juifs considèrent-ils les Français comme leurs frères ou comme des étrangers? Sont-ils disposés à se conformer en tout point à la loi française? Les réponses de l'Assemblée des notables vont apparaître au gouvernement comme totalement satisfaisantes. Mais afin de leur donner force de loi supplémentaire pour les Juifs, Napoléon va concevoir la curieuse idée de ressusciter l'ancien Grand Sanhédrin. Donc, c'est ce que je vous disais, la loi juive va rendre impossible sa réunion en dehors de la Terre Sainte. Le Sanhédrin ne pouvait se réunir qu'avec des rabbins et pour des questions religieuses à Jérusalem. Donc, le fait qu'ils se réunissent à Paris pour des questions d'intégration nationale de citoyens, c'était pas tout à fait orthodoxe, si je peux dire. Hein. À l'issue de ces travaux, donc le Sanhédrin remit aux commissaires impériaux une déclaration en 3 points, rendant notamment obligatoire le mariage civil, mais refusant la bénédiction religieuse au mariage mixte, condamnant l'usure, suspendant les lois religieuses pour les conscrits et assorti de sincères et hyperboliques professions de patriotisme. La conclusion de cette déclaration fixait la règle d'or de la conduite des Juifs vis-à-vis de la nation. Alors, c'est de là d'ailleurs qu'est née l'habitude qui est encore actuellement d'usage dans les synagogues. Le Shabbat, on lit une prière pour la République française, ce qui n'existe pas dans les mosquées ou dans les églises. Les Français qui pratiquent la religion de Moïse veulent se rendre dignes des bienfaits de Sa Majesté l'Empereur et ils ont la ferme intention de se plier à sa volonté paternelle. C'est leur père, c'est le nouveau père du peuple, des peuples. Leur religion leur ordonne de regarder désormais comme loi suprême, matière civile et politique, celle de l'État français, au cas où leur coutume religieuse renfermerait telle ou telle disposition en désaccord avec le code français, ces dispositions cesseraient dès lors de les régir. Les historiens juifs sont très critiques vis-à-vis de ce Sanhédrin et de cette déclaration, et voilà une marque d'une grande servilité, bien sûr. Mais il n'empêche que ça a été aussi grâce à cette convocation du Sanhédrin et des interrogations qui ont été faites que les Juifs français ont pu devenir des citoyens. Alors, on peut peut-être écouter une quatrième plage musicale. Il s'agit d'une rhapsodie écrite, composée par le compositeur suisse fin du 19e siècle, Ernest Bloch. Cette rhapsodie s'appelle Shelomo. Alors, le violoncelle, puisque c'est une rhapsodie pour violoncelle et orchestre, le violoncelle est interprété par Leonard Rose. C'est un musicien juif extraordinaire. Et donc, cette rhapsodie reprend des éléments thématiques musicaux typiquement traditionnels juifs. Donc, les rabbins, par exemple, hein, dans l'évolution qui a suivi ce statut particulier des Juifs, les rabbins ne vont être payés par l'État qu'en 1831 seulement. La formule n'est reconnue que spécialement pour les Juifs qu'à partir de 1846. Alors, seule la Prusse va suivre l'exemple de la France plus rapidement que les autres pays. Sous l'impulsion de Guillaume de Humboldt, il y a d'ailleurs à Berlin, pour ceux qui connaissent, il y a une université magnifique qui s'appelle l'université Humboldt. Les Juifs vont obtenir en 1812 les droits du citoyen, sauf celui d'exercer des fonctions publiques.
Ailleurs, les adversaires de la France vont réagir de façon passionnelle à l'idée de l'émancipation parce qu'elle portait les stigmates de la Révolution et de l'Empire, évidemment. Donc, elle paraissait indissolublement liée à l'esprit révolutionnaire et égalitaire, destructeur de l'ordre social chrétien, bourgeois, contre lesquels les Alliés s'étaient coalisés. On craignait aussi de voir les Juifs de tous les pays se rallier à la cause française, notamment dans les pays de l'Est, où de nombreux Juifs voyaient dans les victoires napoléoniennes le signe avant-coureur des temps messianiques. Messie pour les Juifs, Antéchrist pour les autres, et pour les chrétiens en particulier. Par exemple, après la convocation du Sanhédrin, le Saint-Synode russe fait lire dans toutes les églises une proclamation où l'empereur était accusé d'avoir réuni tous les juifs afin de les... Alors, écoutez bien, ça revient très vite, hein, les idées farfelues des antisémites. Une proclamation où l'empereur était accusé d'avoir réuni tous les juifs afin de les lancer tous à la destruction de l'église du Christ, pour l'audace indicible dont l'audace indicible dépasse tous les forfaits. Il proclame le Messie dans la personne de Napoléon. C'est au Congrès de Vienne que la question juive va être posée pour la première fois à l'échelon de l'Europe. Dans les États allemands, les anciennes incapacités vont tomber une à une. Liberté du mariage, droit de résidence, droits électoraux, etc. Les droits civiques fondamentaux vont théoriquement être acquis en Prusse en 1848, en Autriche en 1851 et un peu plus tôt dans divers États allemands. Et les États allemands étaient nombreux, hein, ils étaient 37, donc ça ne s'est pas fait facilement. Mais l'accession des Juifs aux fonctions publiques dans l'administration, l'enseignement ou l'armée va se heurter encore à de vives résistances et les Juifs ne furent d'abord admis que dans des fonctions les plus subalternes ou les grades les plus miteux, on va dire. En Italie, la situation des Juifs va s'améliorer au fur et à mesure que progressait le Risorgimento auquel ils vont participer activement. Ce n'est qu'en 1867, qu'en Autriche et en 1869 en Allemagne, que furent abolies, en droit tout au moins, hein, les dernières restrictions légales. Les États du Saint-Siège vont rester le dernier bastion de la discrimination. Alors, c'est pas étonnant, évidemment, c'était le Saint-Siège, le Vatican. Donc, tout ce qui était la puissance de l'Église va se mobiliser pour éviter de donner aux Juifs la possibilité de participer au siècle des Lumières. En Angleterre, les Juifs étaient tolérés depuis Cromwell, les préjugés anti-juifs étaient moins ancrés au sein du peuple imprégné de lecture biblique par la religion anglicane, et donc des députés juifs vont être élus, par exemple Lionel de Rothschild ou Sir David Salomon. Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de l'Europe occidentale, mais les Juifs de cette région ne constituaient qu'une minorité, quelques dizaines de milliers à peine par pays. En grande majorité, ils vivaient ailleurs, en particulier au Maghreb ou dans l'Empire ottoman, entre 700 000 et 1 million d'âmes, et surtout en Europe centrale et orientale, au moins 2,5 millions d'âmes. Les Juifs de l'État, ce sont avant tout les anciens Juifs polonais, qui, du fait des partages successifs de la Pologne, vont vivre à présent sous la tutelle de l'Empire austro-hongrois et celle du Tsar. Ils sont établis dans des pays qui correspondent aux actuelles Russie, Roumanie, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne, Ukraine, etc. Il s'agissait d'une population de petits commerçants, d'artisans, d'aubergistes extrêmement misérables, fortement attachés à ses coutumes et à sa langue, le yiddish. Au plan religieux, cette population avait connu, nous l'avons vu, une sorte de schisme entre les chassidim et les mitnagdim. C'était l'objet de la dernière conférence que j'ai donnée il y a presque un mois. Et donc, les Juifs furent cantonnés dans une sorte de vaste ghetto que les Russes ont appelé zone de résidence. Qui comprenait l'Ukraine, la Crimée, la Russie blanche, la Lituanie, etc. Il leur était interdit de s'établir en Grande Russie. Donc il y avait une forme de ghettoisation spécifique. Les 30 années de règne de Nicolas Ier
vont être un véritable calvaire pour les Juifs. À nouveau, on va brûler le Talmud. La censure ne portait pas seulement sur les livres, mais aussi sur les vêtements, les coiffures. On va exiger des Juifs de couper leurs papillotes, les femmes juives de renoncer à leurs perruques. Des passeports vont être établis pour la circulation intérieure. Le régime se signale surtout par l'odieux système des cantonistes. Il consistait à imposer aux conscrits juifs un apprentissage prémilitaire avant le service proprement dit, qui durait, tenez-vous bien, 25 ans. 25 ans. L'idée des pionniers de la Scala en Russie est par exemple, tenue par l'un de ces pionniers, il s'appelle Itzhak Ber Levinson, qui était un ardent partisan des réformes éducatives qui préconisaient l'apprentissage par les Juifs de nouveaux métiers. La Lituanie devient l'un de ces hauts lieux avec des personnalités comme Mordechai Aaron Gainsberg. En 1853 paraît le premier roman moderne en hébreu, Amour de Sion, d'Abraham Mapoul, qui connut un grand succès. Il est suivi de la traduction des mystères de Paris en hébreu, de la traduction des mystères de Paris d'Eugène Sue par Kalman Schulman. La seconde génération d'hommes des Lumières va compter quelques maîtres du récit réaliste. Par exemple, Mendeles Sephorim ou Peretz Smolensky. Le déploiement des Lumières juives va s'envoler vers les hauteurs ottomanes, où elle suscite une effervescence culturelle et un renouveau de la littérature. Alors, on va arracher de force des enfants de 12 ans à leur famille pour lesquels ils étaient pratiquement perdus. La zone de résidence fut encore réduite et les Juifs de Russie vécurent dans une terreur permanente. Alexandre II, souverain éclairé, abolit le système des cantonistes, accorda aux Juifs les plus évolués, seulement les plus évolués, le droit de libre résidence, des droits politiques, l'accès à la magistrature et certaines formations publiques. Alors, c'est à cette période que vont avoir lieu un certain nombre de pogroms. Il se trouve que j'ai été contacté par un ancien procureur général de Paris et de Toulouse, d'ailleurs, également. Et ce monsieur est en train de préparer un document sur une idée complotiste, on va dire, qui sévit depuis quelques années, à savoir que Victor Hugo aurait été antisémite. Or, nous avons la preuve que non, parce que précisément au moment où ces pogroms ont eu lieu en Russie, Victor Hugo va devenir le président des amis des victimes des pogroms de Russie. Donc, voilà encore, déjà à l'époque, une idée complotiste qui a eu du succès. Alors, seuls les Juifs les Juifs d'Algérie vont être émancipés en 1870 grâce au décret de Benjamin Crémieux en optant pour la nationalité française. Le changement de statut juridique, l'obtention des droits du citoyen constituent les effets les plus notables, les plus spectaculaires de l'émancipation. Mais les mutations les plus profondes et les plus déterminantes sont d'un autre ordre. Elles concernent le sentiment d'identité, les valeurs et la culture. L'émancipation place les Juifs devant une série de choix et pour s'intégrer à la société européenne, c'est une idée originale et révolutionnaire pour la plupart d'entre eux. Il leur faut renoncer à quelques-uns des éléments constitutifs de leur identité et surtout à la représentation collective qu'ils se font de leur destin. Alors, dans un premier temps, d'ailleurs, le décret Crémieux n'avait pas été accepté par les Juifs sous prétexte qu'il y avait la notion de polygamie. Bon, et finalement, il a été intégré. Le programme de l'intégration va tenir en 2 points: réduire le judaïsme à une religion et substituer à la fuite en avant d'une patrie mythique à la réalité d'une patrie européenne. Pour Mendelssohn, la religion, c'est une affaire privée.
Il s'insurge contre toute théocratie. Ce rôle de l'État est d'assurer le bonheur des citoyens et il n'a pas à intervenir dans leur vie spirituelle. Alors, voilà la raison pour laquelle, encore une fois, j'ai intitulé la conférence La Haskalah et ses terribles désillusions, parce que parmi les réactions qui ont eu lieu à la suite de ces bouleversements révolutionnaires de l'identité de ces juifs à travers l'Europe, il y a eu des tentations de perdre l'identité juive. Il fallait oublier, il ne fallait pas parler en yiddish, il ne fallait pas se vêtir d'une certaine façon, il ne fallait pas recourir à certains métiers, etc. Donc, une forme de perte d'identité. Donc, quand on a parlé des mitnagdim et des chassidim, je vous ai dit qu'ils se sont retrouvés finalement, les deux opposants sur le plan religieux, se sont retrouvés confrontés à un troisième élément qui a été précisément les maskilim, ceux qui considéraient que l'identité juive pouvait être malléable, changeable, qu'on pouvait imaginer être juif tout en ne se faisant pas circoncire, en ne faisant pas la bar mitzvah, en ne se mariant pas avec un juif ou une juive, etc., etc. Donc, ça a été l'une des grandes difficultés que le judaïsme européen a connu à ce moment-là. Et la philosophie de Mendelssohn va s'exprimer principalement dans un livre qui s'appelle Jérusalem, qui a été écrit en 1783. Sa traduction de la Bible en allemand va s'accompagner d'un commentaire hébraïque qu'on appelle le Biur, et il va exercer une influence considérable sur l'opinion publique juive. Pourtant, alors ça peut paraître paradoxal ou bizarre, mais pour Mendelssohn, l'idéal humain et philosophique était représenté par Socrate. Socrate, qui, vous le savez, a été contraint de boire la ciguë. Il a été empoisonné pour des raisons politiques. Il était considéré comme quelqu'un de pervers pour la jeunesse athénienne, la jeunesse grecque. Alors, certains maskilim vont faire l'apologie du judaïsme, d'autres vont au contraire procéder à une forme de coupe en règle. Alors, on a droit, au niveau culturel, à des éléments extrêmement contradictoires. Tout à l'heure, nous allons écouter un extrait d'un cycle de leaders de Gustav Mahler. Gustav Mahler a été contraint, il était juif et il le disait, il ne cachait pas sa judéité, mais il disait qu'il pensait que la seule façon qu'il a eu d'obtenir le poste de directeur de l'opéra de Vienne, c'était de se convertir au christianisme. Il l'a regretté d'ailleurs parce qu'il n'a pas eu les éléments nécessaires pour l'évolution de son poste, mais il va écrire une musique que je vais demander à Jean-Luc de nous faire écouter, qui est ce qu'on appelle le chant de la terre. Alors c'est une série de leaders, donc de chants, qui sont tirés de poèmes chinois. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter s'appelle Der Abschied, c'est-à-dire le départ. Alors, c'est le départ dans tous les sens du terme. C'est le départ de la nuit après le jour et c'est le départ de la mort après la vie. Voilà en quoi les paroles comment les paroles sont indiquées. Le soleil plonge derrière les montagnes, sur les vallées tombe le soir et ses ombres pleines de fraîcheur. Vois comme une barque d'argent, la lune flotte sur la mer bleue du ciel. Je sens une tendre brise souffler derrière les sombres pins. Le ruisseau chante poliment, joliment, décidément, excusez-moi, j'ai des problèmes de vue. Le ruisseau chante joliment dans l'ombre, les fleurs pâlissent dans le crépuscule, la terre respire et se gorge de repos et de sommeil. Tous les désirs sont désormais changés en rêves et les gens fatigués rentrent chez eux pour trouver dans le sommeil un bonheur oublié et apprendre à redevenir jeunes. Les oiseaux se blottissent silencieux sur les branches.
le monde s'endort, il passe une brise fraîche à l'ombre de mes pins, ils vont, je suis là, j'attends mes amis, je l'attends, j'attends la dernière heure arrivée pour le dernier adieu. Admirable musique, admirable poème, admirable voix de Jonas Kaufmann. Voilà, donc c'est du Gustav Mahler. Alors, les éléments de conclusion, je vais vous les dire rapidement. En fait, l'une des désillusions de la Scala, ça a été des tendances, en particulier ambivalentes, à l'assimilation totale et au transfert de la liturgie. Par exemple, la remise en question de la circoncision, la décision de transférer le Shabbat au dimanche. Ça n'a pas tellement de sens, ça, hein, mais bon. La réforme était une totale assimilation religieuse, inspirée par une sorte d'humanisme rationaliste, et ses effets vont être très ambivalents. D'une part, elle fut l'antichambre de baptême, elle offrit à de nombreux juifs un cadre approprié à leurs besoins religieux et leurs exigences intellectuelles. Et donc, par exemple, la société juive berlinoise va connaître une vague de conversion qui ne va pas épargner la famille de Mendelssohn, puisque l'un de ses 3 fils va se convertir, un autre fait baptiser ses enfants parce que le christianisme est la religion de la plupart des hommes civilisés, dit-il. Quelle bêtise! L'un de ses enfants allait être le compositeur Félix Mendelssohn Bartholdy. Le cas le plus célèbre est celui de Heinrich Heine. Heinrich Heine, c'est le plus grand poète allemand. Le plus grand poète, l'équivalent de Victor Hugo, mais en allemand. Heinrich Heine, le plus grand poète romantique allemand, qui va déclarer en 1823, qu'il considérait comme une indignité de se convertir pour obtenir un emploi public, mais qu'il le fit néanmoins. Il se fit baptiser en 1825 et va commencer à le regretter dès 1826, puisqu'il dit « Maintenant je suis haï à la fois des juifs et des chrétiens ». Jusqu'à sa mort, le poète ne cessa d'être en proie au déchirement religieux. Le judaïsme était pour lui, selon une formule célèbre, ce malheur, cette maladie de famille des juifs allemands. La conversion était, parce que la conversion, ce que je vous disais pour Mahler, était le billet d'entrée dans la culture européenne. Les convertis étaient quelquefois animés d'un zèle sincère pour le christianisme, mais dans la plupart des cas, le baptême n'était pour eux qu'une nécessité sociale, et leurs contemporains ne s'y trompaient pas. Ils donnaient à cette forme de prosélytisme le nom de Gefallsucht, c'est-à-dire le désir de plaire. C'est terrible. Mais il faut néanmoins observer qu'une notable proportion de juifs, tant en France qu'en Allemagne ou en Autriche, va demeurer fidèle à ses origines et mettre à profit certaines de ses positions pour lutter en faveur d'une émancipation moderne, réelle, juste, équilibrée, et venir en aide aux juifs opprimés. Voilà. Voilà, j'espère que cette conférence sur la Scala et ses terribles désillusions aura permis pour vous de vous poser les bonnes questions sur ce mouvement particulier qui a vu le jour en Europe centrale et en Allemagne en particulier, mais à partir de la France. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment Roger. Avant de passer aux questions, on va comme d'habitude donc écouter Oui. un petit document, donc une conférence animée par quelqu'un que vous connaissez parfaitement, que vous appréciez. On l'écoute. Et donc cette Scala et ses lumières ont apporté une projection sur les rapports du judaïsme avec la raison extrêmement intéressante. Et parfois, bien évidemment, interprété, surtout aujourd'hui, négativement. Une autre citation, je vous l'avais promise, de Mirabeau, qui est un des rares à s'être intéressé à Mendelssohn, en France, qui dit la chose suivante. Il a fait un livre sur Mendelssohn, en 1787, qui a été réédité en 1968. Un homme jeté par la nature au sein d'une horde avilie, né sans aucune espèce de fortune, avec un tempérament faible, et même infirme, un caractère timide, une douceur peut-être excessive,
enchaîné toute sa vie dans une profession presque mécanique, s'est élevé au rang des plus grands écrivains que ce siècle ait vu naître en Allemagne. L'un des premiers, si ce n'est le premier, il a donné à une langue qui n'était même pas la sienne, la clarté, le nombre, la grâce et l'énergie. Les Allemands lui ont décerné le titre de Platon moderne, et plus remarquable encore par ses vertus que par ses talents, il a influé sur sa nation, et peut-être à un certain point sur le pays où le sort l'avait fixé, par l'ascendant d'une raison profonde. Fin de citation, donc vous voyez, il s'agit toujours des problèmes de la raison. Et lorsqu'on étudie le travail sur cette période, on s'aperçoit que dans cette tradition juive allemande, il se trouve deux grands livres sur l'Aufklärung, sur le siècle des Lumières. De manière d'ailleurs très symbolique, ces deux livres encadrent la tragédie des Juifs en Europe. Le premier, c'est celui de Ernst Cassirer, publié en 1932, qui est maintenant un livre de poche, qui est un livre canonique sur le XVIIIe siècle et sur les Lumières. Ernst Cassirer, qui était bien évidemment un philosophe juif, émancipé, qui a été doyen, un des premiers recteurs d'ailleurs d'une université allemande et qui est mort en exil. Et juste après, en 1947, apparu ce livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle La dialectique de l'Aufklärung. On l'a traduit d'ailleurs en français, il y a des faux sens un peu géniaux parfois, parce qu'on l'a traduit dialectique de la raison. Alors on ne comprenait plus bien sûr, le terme de Aufklärung, mais c'est une belle trouvaille. Il s'agit bien sûr, encore une fois, de deux juifs allemands, Theodor Adorno et Max Horkheimer. Voilà, ce extrait de cette conférence. Je n'ai pas le talent de Dominique Bourrel, mais nous avons abordé à peu près les mêmes thèmes. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Dominique Bourrel est l'auteur d'un livre magnifique, c'est un énorme volume sur Moses Mendelssohn, précisément. Tout à fait, qu'on a passé tout à l'heure. Merci Roger. Alors, une question quand même Oui. dont parlait donc Dominique Borel sur finalement ces lumières, c'était pour beaucoup le débat entre judaïsme et la raison. À quoi aboutit ce débat et à l'époque et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Alors, je crois qu'il était effectivement nécessaire, ça s'est passé au XVIIIe siècle, mais il était nécessaire de mettre un peu d'ordre dans les idées juives de cette époque, parce que on était resté, c'est exactement le sens de la conférence sur les Chassidim et les Mitnagdim. Hein. On était resté à une idée qui était une forme d'immobilisme et d'élitisme de la pensée juive à travers les Mitnagdim, alors que les Chassidim réfléchissaient plutôt en termes de bonheur, de chant, de danse, enfin, presque, on pourrait dire, de laisser aller. Enfin, c'est ce qui a été reproché par les Mitnagdim. Donc, le fait d'introduire la notion de raison, alors les Mitnagdim voulaient la raison, et ils voulaient associer la raison avec la foi. Ça a toujours été la difficulté de ce couple infernal, on peut dire, si on peut dire comme ça, le couple infernal entre foi et raison. Parce que c'était déjà le cas de la philosophie de Maïmonide, c'était déjà le cas de la philosophie de Rachi. Ça a été le cas. Alors, c'était un peu particulier, un peu plus particulier avec les auteurs des différents livres kabbalistiques sur le Zohar en particulier, mais on se posait la question de savoir si la foi pouvait être compatible avec ce qui pouvait être la nature normale et profonde de l'être humain, c'est-à-dire la raison. Et donc, la Haskalah a voulu insister sur cet aspect-là, sauf que en insistant sur cet aspect, on s'est dit enfin certains se sont dit que pour pouvoir faire dialoguer la foi et la raison, il fallait oublier qui on était en réalité. Et donc ça a donné naissance à une forme
de désinformation sur sa propre identité. Donc beaucoup de masculines ont préféré oublier qu'ils étaient juifs, ou plus exactement ne prendre dans le judaïsme que ce qui pouvait les intéresser pour pouvoir faire fonctionner la foi et la raison. Merci Roger. J'ai une deuxième question, mais vous l'avez abordée, mais peut-être une précision, c'est que finalement au niveau des Juifs français, bon, qui ont eu leur propre émancipation, vous avez Oui. parlé de Sanhédrin, l'émancipation clermontonnaire, quelle était finalement l'influence de la Aufklärung allemande par rapport à cette émancipation qu'ils ont eue par ailleurs en propre? Alors, on peut dire, alors c'est ça qui est un peu bizarre ou un peu paradoxal. Euh, Autant on peut dire que c'est réellement grâce à l'action de Clermont-Tonnerre, de Rousseau, de Montesquieu, etc., que les Juifs ont pu obtenir en 1791 la nationalité française, le titre de citoyen français. Ça, oui, c'est vrai, et c'est plutôt la France. Par contre, l'influence de l'Aufklärung allemande sur la France est, on va dire, plutôt limitée. Il y a toujours eu des intellectuels français qui avaient une capacité à intégrer la modernité, mais avec moins de succès que l'Aufklärung allemande. Je prenais l'exemple de Heinrich Heine. Heinrich Heine, c'est vraiment la référence absolue de la poésie allemande. Merci beaucoup, Roger. On va, avant de conclure, on va terminer sur une note allez, musicale un peu plus légère sur la Oui, sélection que vous avez faite avec Offenbach qu'on écoute de suite. voilà. Offenbach alors c'est un auteur magnifique. Ah, merci beaucoup, Jean-Luc. On l'avait effectivement sélectionné. Et c'est vrai que, d'abord, Offenbach est un compositeur remarquable. Il n'a pas écrit que des choses légères, hein. Il a écrit un opéra qui s'appelle Les Contes d'Hoffmann, qui est une splendeur sur le plan musical. Mais c'était un Chazan. C'est réellement, il a été Chazan au début de sa carrière et il a pu modifier le parcours de son identité juive à travers l'écriture de ses différentes opérettes. Alors, il en a écrit des tonnes. Les plus connus sont La vie parisienne, La belle Hélène, donc, dont on vient d'entendre l'un des airs les plus connus. Jeanne Rode était la femme du chef d'orchestre Roberto Benzi, qui dirigeait l'orchestre. Il a écrit oui, donc je disais La vie parisienne, Orphée aux enfers, enfin, des dizaines et des dizaines d'opérettes qui étaient extrêmement appréciées, courues par l'intelligentsia française et en particulier par l'impératrice Eugénie, dont c'était le compositeur préféré. Parfait. Alors Roger, écoutez, on va conclure maintenant. Bon, c'est la dernière conférence de cette Oui, année. C'est vous qui de terminez l'année. finalement cette session. Et on tient d'abord à vous remercier, Roger, infiniment pour Merci à la vous. qualité, le travail énorme, énorme hein, qui procède à chaque conférence, travail de préparation et d'élocution, d'explication, qui est énorme. On tient à vous remercier et vous contribuez très fortement avec bien sûr Maurice, avec Easy, donc à cette qualité vraiment offerte par Hebraïca et qui se retrouve d'ailleurs sur la chaîne au niveau des résultats de la chaîne YouTube hein, et Association Hebraïca qui contient maintenant près de 112 conférences en ligne, c'est-à-dire toutes les conférences des jeudis d'Hebraïca, des journées de la culture et d'autres, qui a dépassé, je crois, 425 adhérents, hein, donc abonnés à cette chaîne YouTube. Hein, donc, je crois qu'il y a une augmentation, je l'ai dit la semaine dernière, de plus de 76% par rapport à l'an passé. Hein. C'est L'an passé. énorme. Ah oui, oui. Et le dernier mois, il y a eu près de 25 nouveaux abonnés rien qu'en un mois. Donc c'est dire que c'est évidence, hein, la qualité apporte l'adhésion et la participation et on ne peut que vous en remercier. Alors, Et je crois que le système Zoom que grâce à vous, on a pu développer,
a permis à un certain auditoire de participer beaucoup plus largement Voilà. au jeudi d'Hebraïka, excusez-moi. Absolument, absolument. Et donc Zoom. Alors effectivement, on appelle effectivement à nos amis à ne pas hésiter, même si les podcasts sont, et c'est bien pratique, disponibles offline en permanence, à venir quand même participer aux réunions Zoom parce que du coup il y a de l'interactivité, il y a des questions, il y a de la musique, il y a des documents audio, vidéo, donc et qui n'hésitent pas. Un dernier mot, Roger, sur l'année prochaine, puisque vous n'avez pu être présent lors de la session de Oui, oui. clôture. Un mot sur ce que vous envisagez de Alors, proposer l'année prochaine. j'envisageais, si vous en êtes d'accord et si vous me donnez votre feu On vous vert, le si donne, je on peux vous le dire, donne. Il a été donné. Il a été donné. je pensais à des grandes figures de la pensée juive, donc sur l'aspect à la fois de leur vie personnelle et de leur vie intellectuelle avec leur production, des gens comme Maïmonide, comme Rachi, comme Philon d'Alexandrie, comme Flavius Joseph, comme Franz Kafka, comme Hannah Arendt, etc. C'est le magasin de vitrines culturelles est suffisamment étoffé pour que nous puissions y passer toute une année. Et puis j'avais pensé aussi en parallèle, dans la même soirée, à parler de certains thèmes. Par exemple, le statut ambigu de la femme dans le judaïsme, ambigu sans aucune espèce d'hostilité. Hein. Je dis ambigu dans la mesure où il peut y avoir des tenants d'un certain type de statut féminin et d'autres très différents. Bien Ou sûr. bien la notion de résurrection des morts, D'accord. Donc etc. Donc, ces fameuses contre-notes. ça pourrait être des éléments de dialogue et d'échange avec le public. Merci. Bah, écoutez, Roger, donc on aura le plaisir donc de vous retrouver. Hein, vous déploierez tout ce programme à partir de la rentrée. Donc ça démarrera donc en Voilà. octobre prochain. En tout cas, merci En tout infiniment, cas, Roger. merci infiniment, Jean-Luc, pour tout le travail énorme que vous fournissez, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de jeudi d'Hebraïka. Ah, c'est gentil, mais effectivement, la qualité est là et encourage effectivement cette contribution. En tout cas, merci beaucoup et avec grand plaisir Merci, d'ailleurs. Jean-Luc. Merci beaucoup, Roger. Merci à tous de nous avoir suivis très fidèlement toute cette année, hein, ou en direct ou via les podcasts. Et on rappelle quand même que vos podcasts ont fait un premier carton, Roger, avec une conférence sur les Chassidim Mitnagdim qui a fait 1200 vues et une autre qui en a fait 800. Donc c'est dire qu'effectivement éveille et c'est bien ces podcasts permettent donc à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets juifs, non juifs et à Toulouse et bien ailleurs au-delà naturellement de pouvoir les consulter en ligne. Merci à tous, passez en tout cas d'excellentes vacances avec une Et allez période voter dimanche. oui, dans tous les cas, allez voter. Il faut voter, c'est un devoir et plus que jamais critique ces deux dimanches qui viennent. À très bientôt, portez-vous À très bien. bientôt. Et Merci, puis Jean-Luc. à très très bientôt, on se quitte avec le générique. Allez, bonsoir Roger, à très bientôt et merci. Bonsoir.